Je n'oublierai jamais ce dimanche après-midi où le temps s'est arrêté. Un simple appel téléphonique a fait basculer mon existence. Une seconde avant, j'étais Odette Lavallée, 65 ans, veuve paisible, taillant ses magnolias sous le soleil bordelais. La seconde d'après, j'étais une mère qui venait de découvrir l'impensable. Le téléphone a sonné alors que j'étais dans mon jardin. Les magnolias de septembre offraient leurs dernières fleurs. Ces magnolias qu'Henri, mon défunt mari, avait plantées pour notre 10e anniversaire de mariage. Mes mains, marquées par 50 années de travail avec les fleurs, tenaient encore les sécateurs quand j'ai attrapé le combiné posé sur la petite table en fer forgé. « Maman, c'est François, la voix de mon fils unique. Tu as aimé le chocolat que je t'ai envoyé ?» Quelque chose dans sa voix m'a immédiatement alertée. Une tension inhabituelle, comme si chaque mot était pesé. François avait toujours été un garçon sûr de lui, même trop parfois. Cette hésitation ne lui ressemblait pas. « Le chocolat ? Ah, celui de la cannelle !» J'ai répondu distraitement en observant un papillon se poser sur une fleur. « Je ne l'ai pas mangé. Je l'ai donné à Sylvie et aux enfants quand ils sont venus hier. » Le silence qui a suivi semblait interminable. Puis est venu ce cri, un hurlement qui résonne encore dans mes cauchemars. « Tu as fait quoi ?» Ce n'était pas de la colère. C'était de la panique pure. Le genre de panique qu'on ressent quand on voit un accident se produire au ralenti, sans pouvoir l'empêcher. « François, qu'est-ce qui se passe ?» Ma voix tremblait maintenant, alors que mon esprit commençait à assembler les pièces d'un puzzle macabre. « Rien, non. C'est juste que ce chocolat, il bégayait, chose qu'il n'avait pas faite depuis l'âge de 8 ans. Il pourrait y avoir un problème avec ce lot. La chocolaterie m'a appelé pour me prévenir. Une contamination possible. Je viens tout de suite. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée là, le téléphone à la main, sentant le monde vaciller autour de moi. Un mensonge. Chaque mot était un mensonge. 42 ans à être mère m'avait appris à reconnaître quand mon fils ne disait pas la vérité. La boîte de chocolat était encore dans la cuisine, intacte. Je ne l'avais pas donnée à Sylvie et aux enfants. Quelque chose dans son odeur m'avait semblé étrange quand je l'avais ouverte. Des décennies à travailler avec les plantes et les fleurs m'avaient enseigné à distinguer les subtilités des arômes, à détecter quand quelque chose n'était pas normal. Ce chocolat sentait autre chose que le cacao et le sucre, une amertume à peine perceptible qui n'avait pas sa place. J'ai entendu une voiture s'arrêter brusquement devant ma maison. Par la fenêtre, j'ai vu Marcel Lachance, mon voisin de 70 ans, ancien inspecteur de police, qui venait pour notre café dominical habituel. Je l'ai regardé approcher avec sa posture droite malgré l'âge, ses cheveux blancs parfaitement coiffés. Cette dignité tranquille qu'il avait toujours dégagée. Je ne savais pas à ce moment-là que cet homme, en qui j'allais placer une confiance aveugle pendant les mois à venir, gardait ses propres secrets sombres. Quand j'ai ouvert la porte, je devais avoir l'air bouleversé, car son sourire de salutation s'est immédiatement transformé en préoccupation. « Odette, que s'est-il passé ?» Les mots sont sortis comme un torrent incontrôlable. Je lui ai raconté l'appel, le chocolat, la réaction de François. Marcel m'a écouté sans interrompre, ses yeux bleus attentifs, évaluant chaque détail avec la précision de quelqu'un habitué à enquêter sur des crimes. « François arrive », ai-je conclu. Je ne sais pas quoi faire. Marcel a pris mes mains entre les siennes. C'était poney des mains fortes, chaudes, qui transmettaient de la sécurité. « D'abord, Odette, nous avons besoin de ce chocolat. Où est-il » Je l'ai conduit à la cuisine et lui ai montré l'élégante boîte de la chocolaterie La Cannelle, avec ses bordures dorées et son ruban de soie. Elle semblait si inoffensive, si festive. Comment quelque chose d'aussi joli pouvait-il cacher tant de malveillance? Marcel a examiné la boîte sans la toucher directement. « Avez-vous des gants, de cuisine, de jardinage, n'importe lesquels ?» J'ai sorti mes gants de jardinage du placard. Il les a enfilés et a soigneusement ouvert la boîte. Il a senti le contenu et a hoché gravement la tête. « Vous avez raison, il y a quelque chose d'étrange. » Il a refermé la boîte. « Je connais quelqu'un qui peut analyser cela discrètement. Mais avant, nous avons besoin d'un plan. François sera là d'un moment à l'autre. » Dans les 10 minutes qui ont suivi, nous avons élaboré une stratégie rapide. Je ferai semblant de ne rien soupçonner.
Je me montrerais confuse par sa réaction au téléphone. Marcel se cacherait dans la chambre d'amis, d'où il pourrait entendre toute la conversation. « Ne l'accusez pas directement », m'a-t-il averti. « Laissez-le parler, laissez-le s'expliquer. Plus il en dira, mieux ce sera pour nous. » La sonnette a retenti juste au moment où nous terminions de planifier. Je me suis rapidement regardée dans le miroir du couloir. Une femme de 65 ans me rendait mon regard, les cheveux gris réunis en un chignon simple, les rides autour des yeux plus prononcées par l'attention, mais les yeux eux-mêmes clairs et déterminés. Je ne serais pas une victime, pas dans ma propre maison, pas dans la maison que j'avais construite avec Henri, pas face au fils que nous avions élevé ensemble. François est entré presque sans saluer, le visage pâle, des gouttes de sueur sur le front malgré l'air frais de l'après-midi. Où sont-ils? Comment vont-ils? J'ai feint la confusion. Qui donc, mon fils? Sylvie et les enfants. Tu as dit qu'ils ont mangé le chocolat. J'ai maintenu l'expression déconcertée. Ils ne sont pas ici. Pourquoi seraient-ils là? Je leur ai donné le chocolat il y a 2 jours, quand ils sont venus me rendre visite. Je l'ai vu calculer rapidement. 2 jours et aucun signe d'empoisonnement. Cela signifiait que le plan avait échoué, ou que je mentais. J'ai vu le soulagement se mêler au doute dans ses yeux. « Pourquoi es-tu si agité, mon fils? Ce n'était qu'un chocolat. » Il s'est passé la main dans les cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux. C'est que il pourrait être en mauvais état. Le chocolat, parfois, s'il n'est pas bien conservé, peut développer certaines moisissures, bactéries. De la chocolaterie La Cannelle? Ils ont toujours eu les meilleurs chocolats de Bordeaux. De plus, ils avaient l'air parfaits. J'ai reçu un appel, a-t-il improvisé. Un avertissement que ce lot en particulier pourrait être contaminé. C'est pourquoi je me suis tant inquiétée. J'ai hoché la tête comme si je le croyais. Comme c'est étrange. Et pourquoi t'ont-ils appelé directement? Ne devraient-ils pas faire un rappel public? Je l'ai vu hésiter. J'ai un patient qui travaille là-bas. Il sait que j'ai acheté ces chocolats pour toi. Mensonge sur mensonge. Chacun plus élaboré que le précédent. Chacun creusant plus profondément le puits de trahison dans lequel il était tombé. « Eh bien, ne t'inquiète pas, » ai-je dit avec un sourire que j'espérais paraître sincère. Je ne les ai pas mangés, donc je vais bien. Et Sylvie m'a appelé ce matin. Elle et les enfants se portent parfaitement. J'ai vu le conflit sur son visage. Il voulait me croire, mais n'était pas sûr. Où est la boîte? Je devrais l'emporter pour qu'il l'analyse, au cas où. Je l'ai jetée, ai-je répondu tranquillement. Après que les enfants ont mangé les chocolats, il n'y avait aucune raison de garder une boîte vide. Il est resté quelques minutes de plus, mal à l'aise, posant des questions sur ma santé, sur si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours. J'ai répondu normalement, comme si nous avions une conversation ordinaire sur ma tension artérielle et mes vitamines, et non sur une tentative d'assassinat raté. Quand il est finalement parti, promettant de revenir le lendemain pour vérifier comment j'allais, j'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis effondrée sur le canapé, tremblante. Marcel est sorti de sa cachette, le visage sombre. « Nous le tenons », a-t-il dit simplement. Sa réaction le trahit. Maintenant, nous avons besoin de preuves concrètes. À ce moment-là, assise dans mon salon avec la lumière du crépuscule filtrant à travers les rideaux, j'ai pris une décision. Je ne serai pas seulement une victime dans cette histoire. Je serai celle qui ferait justice, qui se protégerait non seulement elle-même, mais aussi mes petits-enfants innocents, qui n'étaient pas responsables des crimes de leurs parents. Comment obtenons-nous ces preuves? Ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. Marcel a légèrement souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai encore quelques contacts de mes jours dans la police. Nous ferons analyser ce chocolat. Et en attendant, nous devons découvrir pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas attendre le cours naturel de la vie? Il y a toujours un motif derrière un crime aussi prémédité. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais cette enquête nous mènerait sur des chemins inattendus, révélant non seulement les sombres secrets de mon fils, mais aussi ceux de ceux en qui j'avais le plus confiance. Le chocolat empoisonné n'était que la pointe de l'iceberg, le premier indice d'un réseau de tromperies qui s'était développé autour de moi pendant des années, attendant le moment parfait pour me piéger. J'ai commencé à travailler comme fleuriste à l'âge de 16 ans. Je connaissais chaque type de plante, chaque fleur, chaque parfum. C'est cette connaissance, acquise pendant des décennies parmi les pétales et les feuilles, qui a fini par me sauver la vie.
Qui aurait pensé que la capacité d'identifier des arômes étranges m'empêcherait de mordre dans ce chocolat apparemment innocent? Le lendemain matin de l'appel de François s'est levé avec une clarté troublante. Le ciel de Bordeaux était d'un bleu intense, presque moqueur face à l'obscurité qui avait envahi ma vie. Marcel avait passé la nuit dans la chambre d'amis, insistant sur le fait que je ne devais pas rester seule. Nous ne savons pas de quoi il est capable maintenant que son plan a échoué, m'avait-il dit en verrouillant toutes les portes et fenêtres. Assise à la table de la cuisine, les mains agrippées à une tasse de thé qui refroidissait sans que j'y touche, j'observais l'ancien policier examiner méticuleusement le chocolat avec ses gants. « Je vais apporter ceci à un laboratoire privé », m'expliqua-t-il. « Un vieil ami me doit quelques faveurs. Nous aurons des résultats dans 48 heures, sans question gênante. Et en attendant, demandai-je, ma voix sonnant étrangement même à mes propres oreilles. En attendant, nous agissons normalement. Si François appelle ou vient, continue à faire semblant que tu ne soupçonnes rien. Nous avons besoin de temps pour rassembler plus de preuves. Ma vie, qui pendant tant d'années avait suivi un rythme tranquille et prévisible, se transformait maintenant en un macabre théâtre dont j'étais la protagoniste réticente. Chaque matin, je me levais à l'aube, arrosais mes magnolias, préparais mon petit déjeuner et m'asseyais sur la véranda pour regarder le quartier Saint-Pierre s'éveiller lentement. Cette routine m'avait consolée après avoir perdu Henri. Maintenant, ces mêmes gestes quotidiens semblaient être une performance, une façade nécessaire alors que mon monde s'effondrait autour de moi. Quand Henri est décédé il y a 5 ans, j'ai cru avoir vécu la pire douleur possible. Nous avions été mariés pendant plus de 4 décennies. Ensemble, nous avions construit cette maison, économisée pour acheter le domaine Les Eaux Claires à la périphérie de Bordeaux. Nous rêvions d'une vieillesse tranquille, entourée de petits-enfants, cultivant notre propre potager, recevant la famille les week-ends. Mais le destin avait d'autres projets. Une crise cardiaque foudroyante l'a emporté pendant son sommeil, sans même me donner le temps de lui dire au revoir. Le silence qui a suivi son départ était assourdissant. Chaque coin de la maison gardait un souvenir. Chaque objet racontait une histoire qui n'avait de sens que pour nous qui l'avions vécue. C'est pendant ces jours sombres que je me suis accrochée à la routine, comme à une bouée de sauvetage, que j'ai trouvé du réconfort dans le jardin que nous avions conçu ensemble, dans les magnolias qu'il avait plantés pour moi lors de notre 10e anniversaire. François a été mon soutien à cette époque. Du moins, c'est ce que je croyais. Il venait me rendre visite fréquemment, amener les enfants, m'aider avec les factures, s'inquiétait de ma santé. C'est lui qui a insisté pour que je garde la maison quand j'ai envisagé de déménager dans un appartement plus petit. « Maman, cette maison est pleine de souvenirs. Papa voudrait que tu restes ici, me disait-il, avec ses yeux bruns si semblables à ceux d'Henri. Comment ne pas remarquer que derrière ce regard se faisaient déjà des calculs froids? Comment ne pas percevoir que sa préoccupation avait plus à voir avec la préservation d'une propriété précieuse qu'avec mon bien-être? Le changement a été progressif, presque imperceptible. Les visites ont commencé à avoir un objectif différent. François posait des questions sur les documents de la maison, sur le testament qu'Henri avait laissé, sur le montant de ma pension. Au début, je l'interprétais comme une préoccupation légitime. Après tout, c'était mon seul fils, qui d'autre s'occuperait de mes intérêts? Sylvie, ma belle-fille, a commencé à proposer d'organiser mes papiers, mes comptes, toujours avec ce sourire contenu, toujours avec une excuse pour fouiller dans mes tiroirs. La relation avec elle n'avait jamais été proche, mais je faisais des efforts pour le bien de la famille. C'était la mère de mes petits-enfants, après tout. Thomas et Sophie étaient la lumière de mes jours. Le garçon, si sensible et réfléchi, avec des problèmes de santé depuis son plus jeune âge, préférant toujours les livres au sport. La fille, vive et joyeuse, avec un rire contagieux qui illuminait même le coin le plus sombre de la maison. Quand ils venaient de me rendre visite, nous faisions des cookies ensemble. Je leur racontais des histoires de quand leur père était petit. Je leur apprenais les noms des plantes du jardin. C'étaient des moments de pur bonheur qui contrastaient avec la gêne croissante que je ressentais lorsque j'étais seule avec leurs parents. C'était un après-midi de mars, je m'en souviens bien parce que les magnolias commençaient à fleurir, quand j'ai remarqué le premier signe vraiment alarmant. François et Sylvie étaient venus avec les enfants pour un déjeuner dominical.
Thomas était silencieux, plus pâle que d'habitude. Il a toujours eu des problèmes de santé, depuis tout petit. Quand j'ai demandé si tout allait bien, Sylvie a répondu à sa place, trop rapidement. « Il va parfaitement bien, juste fatigué des entraînements de football. » Mais Thomas m'a lancé un regard qui disait autre chose. Après leur départ, en rangeant le salon, j'ai trouvé une enveloppe tombée derrière le canapé. À l'intérieur se trouvait un rapport médical récent de Thomas, montrant des anomalies préoccupantes au niveau du foie. Pourquoi me cacherait-il cela? J'ai gardé l'information sans en parler à personne pour le moment. Mais j'ai commencé à être plus attentive, à remettre en question des attitudes que j'avais laissées passer auparavant. La confirmation de mes pires soupçons est arrivée environ 2 semaines plus tard. Sylvie a oublié une pochette marron sur le canapé lorsqu'ils sont partis précipitamment parce que Sophie avait commencé à se sentir mal pendant la visite. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, je le sais. Il y a une ligne entre la précaution et l'invasion de la vie privée. Mais quelque chose en moi, une intuition que je ne pouvais ignorer, m'a poussé à examiner son contenu. Ce que j'ai trouvé dans cette pochette a détruit ce qui restait de ma naïveté. Il y avait des recherches détaillées sur des poisons qui ne laissent pas de traces dans l'organisme, les effets de certaines substances sur les personnes âgées, des symptômes qui pourraient être confondus avec une mort naturelle. Et parmi ces papiers, un brouillon de testament avec ma signature falsifiée, laissant tout à François en cas de ma mort subite. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise dans le fauteuil à bascule de la chambre, celui dans lequel Henri lisait le journal, regardant les photos de famille sur le mur. François enfant, adolescent, à sa remise de diplôme, à son mariage. Sur chaque image, je voyais un garçon pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter. Comment en sommes-nous arrivés là? À quel moment a-t-il décidé que ma mort serait la solution à ses problèmes financiers? Le lendemain, après une nuit blanche, j'ai pris ma décision. Je ne confronterai pas immédiatement François et Sylvie. J'avais besoin de plus de preuves. Je devais comprendre la profondeur de ce plan. Et surtout, je devais me protéger. C'est alors que j'ai pensé à Marcel, mon voisin. Nous nous connaissions depuis des décennies. Nos enfants avaient grandi ensemble. Après être tous deux devenus veufs, nous avions développé une amitié encore plus forte. Il venait prendre un café avec moi le samedi matin, m'aidait pour les petites réparations dans la maison, m'accompagnait parfois au marché de Saint-Pierre. Quand je lui ai montré le contenu de la pochette, j'ai vu son visage se durcir. Ses yeux, normalement chaleureux, sont devenus froids comme l'acier. « Odette !» dit-il en tenant mes mains tremblantes. « Malheureusement, j'ai vu beaucoup de cas comme le vôtre, mais vous avez bien fait de venir me chercher. Nous ne laisserons personne vous faire du mal. » C'est Marcel qui a suggéré d'installer des caméras discrètes dans mon salon et ma cuisine. C'est lui qui m'a appris à enregistrer les appels téléphoniques. Et c'est lui qui m'a conseillé d'agir normalement, de ne pas montrer que je savais quelque chose. Plus ils seront confiants, plus ils seront négligents, expliqua-t-il. J'ai alors commencé un douloureux théâtre. Je recevais mon fils et sa famille avec le même sourire qu'avant, servais les mêmes gâteaux et cafés, parlais de banalités alors qu'à l'intérieur, mon cœur se brisait à chaque regard, à chaque mensonge. Pendant cette période, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de mes petits-enfants aussi. Sophie, toujours si bavarde et joyeuse, était plus réservée. Thomas, déjà naturellement silencieux à cause de sa santé fragile, semblait porter un poids encore plus lourd sur ses petites épaules. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans le jardin, il m'a demandé à voix basse « Mamie, est-ce qu'un jour nous vivrons tous ensemble ?» Je lui ai répondu que j'avais ma maison, que j'étais bien ici. Ses yeux se sont remplis de larmes. Papa a dit que bientôt nous vivrons tous ici. J'ai senti un frisson. Incluait-il les enfants dans leurs plans ou faisait-il simplement des promesses basées sur ce qu'il prévoyait de me faire? Lors d'une de leurs visites, François a mentionné comme par hasard un nouveau médecin qu'il avait rencontré, spécialiste de la santé des personnes âgées. « Maman, je pense que tu devrais le consulter. Tu es à l'âge où il faut mieux prendre soin de toi. » J'ai acquiescé, feignant l'intérêt, mais je n'ai jamais pris rendez-vous. À la place, je suis allée voir la Dre Camille Perrin, qui me suivait depuis des années à l'hôpital Saint-André. Je lui ai fait part de certains de mes soupçons, sans mentionner mon propre fils. Elle s'est montrée visiblement préoccupée. « Madame Lavallée, vous faites bien d'être prudente.
Malheureusement, nous avons vu de nombreux cas de personnes âgées recevant des médicaments incorrects de la part de membres de leur famille. Elle m'a suggéré de ne prendre aucun médicament, vitamine ou supplément qui ne serait pas directement prescrit par elle. Elle m'a également donné son numéro personnel pour les urgences. Si vous ressentez un symptôme étrange, appelez-moi immédiatement. N'attendez pas. Les semaines passaient et la tension en moi grandissait. Chaque fois que le téléphone sonnait, chaque fois que quelqu'un sonnait à la porte, mon cœur s'accélérait. J'ai commencé à mal dormir, à perdre du poids. Marcel l'a remarqué et m'a dit que je devais prendre soin de moi. Vous devez être forte pour affronter ce qui vient, Odette. Il avait raison, comme toujours. J'ai alors commencé à faire de petites promenades matinales, à mieux me nourrir, à essayer de trouver des moments de paix dans mon jardin, parmi mes plantes. C'est pendant un de ces matins au jardin que j'ai eu une idée. Si François et Sylvie prévoyaient de m'empoisonner, ils utiliseraient probablement quelque chose qui pourrait ressembler à une mort naturelle pour une dame de 65 ans. Une crise cardiaque peut-être. J'ai commencé à faire des recherches sur les plantes qui pourraient provoquer des symptômes similaires. Ma connaissance en tant que fleuriste, cultivée pendant plus de 50 ans parmi les pétales et les tiges, a soudainement acquis un objectif sombre que je n'aurais jamais imaginé. J'ai identifié certaines substances qui pourraient être utilisées et leurs antidotes naturels. J'ai commencé à boire des tisanes préventives sans en parler à personne, sauf à Marcel. Il a d'abord considéré cela comme exagéré, mais a ensuite admis qu'il valait mieux prévenir. Vous avez toujours été la fleuriste la plus intelligente de Bordeaux, Odette. Je fais confiance à votre connaissance. C'est pendant cette période de vigilance constante et de préparation que j'ai reçu le chocolat. C'était un dimanche après-midi. J'étais dans le jardin en train de tailler mes magnolias quand j'ai entendu la sonnette. Un livreur à moto a laissé un paquet disant que c'était un envoi pour Odette Lavallée. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai examiné la boîte avec soin. C'était un emballage élégant, avec le logo de la chocolaterie La Cannelle, l'une des confiseries les plus prestigieuses du centre de Bordeaux. À l'intérieur, une carte écrite à la main, pour la meilleure mère du monde, avec amour. François. Mon cœur s'est serré. C'était tellement évident maintenant. Je suis restée à regarder cette boîte de chocolat pendant de longues minutes, assise à la table de la cuisine, incapable de bouger. C'était là, dans ce bonbon apparemment innocent, que se trouvait la preuve finale que je craignais tant et dont, en même temps, j'avais besoin. D'une main tremblante, j'ai ouvert la boîte. L'odeur m'a immédiatement frappée. Pour n'importe qui d'autre, ce serait simplement l'arôme délicieux d'un chocolat de haute qualité. Mais pour moi, qui avais passé ma vie parmi les plantes, il y avait quelque chose de plus. Une odeur subtile, presque imperceptible, cachée sous le cacao. Quelque chose d'amer, qui n'appartenait pas à cette confiserie. Je n'ai rien touché. J'ai soigneusement refermé la boîte et appelé Marcel. Il est venu en quelques minutes, apportant avec lui une petite boîte à outils qui contenait en réalité des équipements de son époque de policier. Nous avons pris des photos du chocolat, de la boîte, de la carte. Marcel portait des gants, traitant tout comme une scène de crime, ce qui était exactement ce que nous avions là. Un crime sur le point de se produire. Nous devons analyser ce chocolat, dit-il, sérieux. Je connais un laboratoire discret qui peut le faire, mais cela prendra quelques jours. J'étais d'accord, mais je voulais aussi impliquer la DRE Perrin. Elle pourrait faire une analyse préliminaire, plus rapide, pendant que nous attendions le résultat complet du laboratoire. Je l'ai appelée et elle est venue chez moi après son service. La DRE Perrin a examiné le chocolat avec précaution, utilisant des gants jetables. Elle a cassé un petit morceau et l'a placé dans un récipient en verre. J'emmènerai ceci pour une analyse immédiate à l'hôpital. J'ai un ami pharmacien qui peut nous aider discrètement. Avant de partir, elle a pris mes mains et m'a regardé dans les yeux. « Madame Lavallée, êtes-vous sûre? Vous ne voulez pas venir rester chez moi quelques jours ?» J'ai remercié pour sa préoccupation, mais j'ai refusé l'offre. C'était ma maison, construite avec les efforts d'Henri et les miens. Je ne serais pas chassée de chez moi par peur. De plus, je devais être ici pour mener à bien mon plan. Marcel était d'accord pour être plus présent, passant la nuit chez lui, mais venant vérifier plusieurs fois par jour. 2 jours plus tard, j'ai reçu les premières confirmations. Le chocolat contenait une substance toxique qui, en quantité suffisante, aurait pu provoquer une crise cardiaque chez une personne de mon âge,
particulièrement avec des antécédents familiaux comme les miens. Mon père était décédé de problèmes cardiaques. La substance était difficile à détecter lors d'examens post-mortem de routine, à moins de savoir exactement quoi chercher. C'était le plan parfait. La mère âgée, veuve, mourant d'une crise cardiaque après avoir mangé un chocolat envoyé par son fils aimant. Qui aurait soupçonné? Mais moi, je soupçonnais. Et maintenant, j'avais des preuves. L'étape suivante était de monter mon propre piège. J'ai invité Sylvie à prendre le thé, disant que je me sentais seule et que j'aimerais discuter des projets pour l'anniversaire de Sophie, qui approchait. Elle a accepté, comme je savais qu'elle le ferait. Refuser aurait été suspect. Marcel serait caché dans la maison, prêt à tout enregistrer. Quand Sylvie est arrivée, j'ai remarqué son regard rapide vers la cuisine, cherchant la boîte de chocolat. J'ai fait semblant de ne pas m'en apercevoir. C'est gentil d'être venu avec ma chérie. François m'a envoyé un cadeau si spécial. Je veux le partager avec toi. J'ai vu ses yeux s'agrandir légèrement quand j'ai posé la boîte de chocolat sur la table. Ils sont de la chocolaterie La Cannelle. On dit que ce sont les meilleurs de Bordeaux. Je les lui ai offerts, après avoir fait semblant de manger un morceau d'une autre tablette que j'avais préparée à l'avance. Sylvie a hésité, a pris le plus petit morceau possible, l'a à peine effleuré de ses lèvres. Je surveille le sucre, tu sais. J'ai insisté poliment. Mais juste un petit bout, pour ne pas me laisser manger seule. Elle a mis le chocolat dans sa bouche, a mâché rapidement et l'a avalé avec une grande gorgée de thé. Après cela, elle a prétendu qu'elle devait aller chercher les enfants à l'école Saint-Exupéry et est partie précipitamment. Dès qu'elle fut partie, Marcel est sorti de la pièce où il était caché. « Tout est enregistré, dit-il, me montrant la petite caméra qu'il avait installée. Elle savait, Odette. Elle était clairement mal à l'aise avec les chocolats. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de tristesse et de colère. Maintenant, j'avais la certitude que non seulement mon fils, mais aussi ma belle-fille, étaient complices de ce terrible plan. La preuve finale est venue le lendemain, quand François m'a appelé. Marcel était avec moi, enregistrant tout. La question apparemment innocente. « Maman, as-tu aimé le chocolat que je t'ai envoyé ?» a été posée d'une voix qui tentait de cacher l'anxiété. Et ma réponse, « Je ne l'ai pas mangé. Je l'ai donné à ta femme et tes enfants », a provoqué exactement la réaction que nous attendions, le désespoir, le cri d'horreur. À ce moment-là, avec le téléphone encore dans la main et des larmes silencieuses coulant sur mon visage, j'ai eu la confirmation finale de l'impensable. Mon propre fils avait tenté de me tuer, pour de l'argent, pour une maison et un domaine. La cupidité avait corrodé son âme au point de planifier la mort de sa propre mère. La douleur de cette prise de conscience est quelque chose que je porte en moi jusqu'à aujourd'hui, une blessure qui ne cicatrisera jamais complètement. Mais avec cette douleur est venue aussi une détermination féroce. Il ne gagnerait pas. Je ne serais pas seulement une victime dans cette histoire, je serais celle qui ferait justice, qui se protégerait non seulement elle-même, mais aussi mes petits-enfants innocents, qui n'étaient pas responsables des crimes de leurs parents. Les préparatifs pour le procès ont commencé immédiatement après les arrestations. Le parquet, impressionné par la solidité des preuves, a assigné l'un de ses meilleurs procureurs, un homme nommé Philippe Mercier, connu pour sa poursuite implacable des cas de violence contre les personnes vulnérables. Mon cas, m'expliqua la commissaire Beaulieu, avait touché une corde sensible dans le système judiciaire. Une mère âgée trahie par son propre fils dans une tentative d'assassinat par cupidité. Le jour où j'ai rencontré le procureur Mercier dans son bureau au tribunal de grande instance de Bordeaux, j'ai été surprise par sa jeunesse. Il n'avait pas plus de 43 ans, mais ses yeux reflétaient une détermination qui inspirait confiance. « Madame Lavallée, me dit-il après avoir examiné méticuleusement le dossier, je veux que vous compreniez que ce ne sera pas un processus simple. Votre fils a engagé un avocat très connu, maître Jacques Fontaine, spécialiste de la défense pénale. Ils tenteront de discréditer les preuves, remettront en question votre mémoire, pourraient même insinuer que vous avez vous-même fabriqué toute cette situation. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Ai-je demandé, sincèrement déconcerté. Ils pourraient alléguer que vous cherchez à vous venger d'un conflit antérieur ou que vous souffrez d'un trouble mental qui vous fait imaginer des conspirations. C'est cruel, je sais, mais c'est la stratégie habituelle dans ces cas quand les preuves sont accablantes. Marcel, qui m'accompagnait à toutes ces réunions,
a posé sa main sur la mienne en signe de solidarité. Nous sommes préparés à toute tactique sale qu'il pourrait utiliser. Odette est une femme forte et lucide. Le procureur a acquiescé, mais son expression restait grave. Nous devons aussi parler des enfants. La défense tentera de les utiliser comme éléments émotionnels. Ils diront qu'en dénonçant leurs parents, vous leur causez un préjudice irréparable. J'ai senti un nœud dans la gorge. C'était quelque chose qui me tourmentait chaque nuit quand je bordais Thomas et Sophie, quand j'essuyais leurs larmes, quand je répondais comme je pouvais à leurs questions sur quand leurs parents reviendraient. Ne leur causais-je pas de mal? Ai-je chuchoté, plus pour moi-même que pour les personnes présentes? Le mal a été causé par leurs parents en tentant de vous assassiner, a répondu fermement le procureur. Vous les protégez de grandir avec des personnes capables d'une telle cruauté. Un jour, ils comprendront. Dans les semaines précédant le procès, notre routine a été complètement transformée. Je recevais des visites constantes d'avocats, de psychologues pour enfants qui évaluaient Thomas et Sophie, de travailleurs sociaux qui vérifiaient les conditions de la maison. Marcel était devenu une présence permanente, s'installant pratiquement dans la chambre d'amis pour nous offrir protection et soutien. La presse ne nous laissait pas de répit. Des journalistes campaient devant la maison des Magnolias, essayant d'obtenir des photos, des déclarations, n'importe quel détail juteux pour alimenter la frénésie médiatique. J'étais obligée d'escorter les enfants jusqu'à la voiture avec des couvertures leur couvrant la tête, comme s'ils étaient de petites célébrités harcelées par des paparazzis. L'école Saint-Exupéry avait mis en place des mesures spéciales pour les protéger du harcèlement. Un matin, pendant le petit déjeuner, Thomas m'a posé la question que je redoutais tant. « Mamie, est-ce vrai ce qu'ils disent à l'école? Que papa a essayé de te tuer ?» La fourchette que je tenais est tombée sur l'assiette avec un bruit qui semblait résonner dans toute la cuisine. Sophie, qui colorait distraitement à table, a levé les yeux, soudain intéressée par la conversation. « Qui t'a dit ça ?» ai-je réussi à articuler, gagnant du temps pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Je l'ai entendu quand la maîtresse parlait avec la directrice. Elles ont dit que c'était terrible, que c'était triste pour nous d'avoir des parents comme ça. Ses yeux, si semblables à ceux de François, me fixaient, exigeant la vérité. La psychologue pour enfants m'avait conseillé d'être honnête quand ce moment viendrait, mais d'adapter l'information à leur âge et à leur capacité de compréhension. J'ai respiré profondément. Thomas, Sophie, il y a quelque chose que je dois vous dire. C'est difficile et triste, mais je crois que vous méritez de connaître la vérité. Je me suis assise entre eux, prenant une main de chacun. Votre père et votre mère ont fait quelque chose de très mal. Ils avaient des problèmes, des dettes, et ils ont pensé qu'une façon de les résoudre était de me faire du mal. Ils voulaient te frapper, a demandé Sophie, avec l'innocence de ses 8 ans. Non, ma chérie. Ils voulaient me faire un mal beaucoup plus grave. Ils m'ont envoyé un chocolat qui contenait quelque chose de dangereux, quelque chose qui aurait pu me rendre très malade. Les yeux de Thomas se sont agrandis de compréhension. « Il voulait te tuer », a-t-il affirmé avec une clarté qui m'a fait frémir. Ce n'était pas une question. J'ai acquiescé lentement, les larmes brouillant ma vision. « Oui, mon amour. » Mais ils n'ont pas réussi parce que j'ai su que quelque chose n'allait pas avec ce chocolat. Et maintenant, ils font face aux conséquences de leurs actes. C'est pour ça qu'ils sont en prison ? A demandé Sophie, sa lèvre inférieure tremblant dangereusement. Oui, c'est pour ça. Et ils y resteront un certain temps. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de très important. J'ai serré doucement leurs mains. Ce qu'ils ont fait était terrible. Mais vous n'êtes en rien responsable. Vous êtes des enfants merveilleux, bons, aimés, et je serai toujours là pour prendre soin de vous. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, j'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. Pour eux, pour l'innocence qu'ils avaient en perdu, pour les explications que je ne pouvais pas leur donner parce que moi-même je ne comprenais pas comment un père pouvait valoriser l'argent plus que la vie de sa propre mère, plus que le bien-être émotionnel de ses enfants. Le procès a commencé un matin pluvieux d'hiver. Le tribunal de grande instance de Bordeaux était bondé. Journalistes, étudiants en droit, curieux attirés par l'affaire qui avait capté l'attention nationale. Marcel m'a accompagné, ferme comme un roc à mes côtés alors que nous avancions à travers la foule vers la salle. Lorsque les portes latérales se sont ouvertes et que les gardes ont amené François et Sylvie, j'ai dû contrôler l'impulsion de porter la main à ma poitrine.
Mon fils semblait avoir vieilli de 10 ans au cours de ces mois. Son visage plus mince, avec des cernes profonds, me rappelait douloureusement Henri dans ses derniers jours. Sylvie maintenait sa posture droite, le visage impassible, mais ses yeux, toujours froids envers moi, semblaient maintenant simplement vides. Le procès lui-même fut brutal. Chaque preuve présentée, chaque témoignage était comme revivre la trahison. L'Adré Perrin a témoigné sur l'analyse du chocolat, expliquant en termes médicaux comment la digoxine aurait causé ma mort si je l'avais consommée. Un expert en toxicologie a détaillé méticuleusement comment la substance était pratiquement indétectable dans les autopsies de routine. Marcel a présenté les enregistrements des conversations, y compris cet appel fatidique où François a révélé involontairement son plan. La défense, comme l'avait prévu le procureur, a tenté de me discréditer. Ils ont insinué que je souffrais de démence précoce, que j'avais mal interprété des conversations innocentes, que ma paranoïa m'avait conduite à fabriquer des preuves. Mais les évidences étaient trop solides, trop accablantes pour être écartées. Le moment le plus difficile est arrivé quand j'ai dû monter à la barre. Sous serment, j'ai tout raconté. Les premiers soupçons, la découverte de la pochette, le chocolat, le piège que nous avions tendu, la confirmation finale par téléphone. Je l'ai fait en regardant directement François, voulant qu'il voie dans mes yeux non pas de la haine, mais de la douleur, de la déception, le cœur brisé d'une mère trahie par son unique fils. « Madame Lavallée » a demandé le procureur Mercier, « avez-vous à un moment perçu des signes antérieurs que votre fils pourrait planifier quelque chose comme cela contre vous ?» J'ai réfléchi un moment, passant mentalement en revue les années, cherchant des indices que j'aurais pu ignorer. « Non !» ai-je finalement répondu. François a toujours été ambitieux. Il a toujours voulu plus que ce que nous pouvions lui donner. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette ambition puisse se transformer en quelque chose d'aussi cruel. Et savez-vous expliquer pourquoi il n'a pas attendu le cours naturel de la vie? Après tout, comme unique héritier, vous lui auriez éventuellement tout laissé. Les dettes, ai-je simplement répondu. Il était submergé par les dettes, sur le point de tout perdre. Il ne pouvait pas attendre. Quand Maître Fontaine a commencé son contre-interrogatoire, il a tenté subtilement d'insinuer que je pourrais être confuse, que j'avais peut-être mal interprété les intentions de mon fils. « Madame Lavallée, avec tout le respect dû à votre âge, j'ai 65 ans, avocat, pas 97, ai-je interrompu, provoquant quelques rires contenus dans la salle. Ma mémoire et mon discernement sont parfaitement intacts, comme l'ont certifié la Adré Perrin et d'autres spécialistes. J'ai trouvé des documents concrets, le chocolat a été analysé en laboratoire, il y a des enregistrements des conversations. Nous ne parlons pas d'impressions subjectives, mais de preuves scientifiques. » L'avocat a reculé, percevant qu'il ne parviendrait pas à me déstabiliser. À la fin de mon témoignage, quand je suis passée à nouveau près de la table où François et Sylvie étaient assis, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu, des larmes silencieuses coulant sur le visage de mon fils. C'étaient à moi les premières larmes que je lui voyais verser depuis qu'il était enfant. Ce qu'elles signifiaient, je ne le saurais jamais avec certitude. Après 2 semaines de procès, le verdict est tombé. François a été condamné à 12 ans de prison pour tentative d'homicide qualifié contre ascendant, plus 5 ans pour les délits financiers découverts pendant l'enquête. Sylvie a reçu 8 ans comme complice. Les pharmacies seraient fermées, les biens vendus aux enchères pour payer les dettes et les amendes. La maison où Thomas et Sophie avaient grandi serait perdue. En entendant les sentences, je n'ai pas ressenti la satisfaction de la vengeance, mais le poids solennel de la justice. Il n'y avait pas de véritable gagnant dans cette salle, seulement des personnes brisées, des vies détruites et 2 enfants innocents qui paieraient le prix le plus élevé pour la cupidité de leurs parents. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. 6 mois après le procès, alors que je cherchais des outils chez Marcel, qui était devenu une présence constante dans nos vies, presque une figure paternelle pour les enfants, j'ai trouvé des documents cachés qui m'ont glacé le sang. J'étais dans son bureau cherchant un tournevis pour réparer un store. Marcel était sorti faire des courses. Un tiroir mal fermé attira mon attention. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, je le sais, mais après tout ce que j'avais vécu, la méfiance était devenue un mécanisme de défense. À l'intérieur du tiroir se trouvait un dossier noir. En l'ouvrant, j'ai découvert quelque chose qui m'a coupé le souffle.
des registres détaillés de prêts accordés à François, avec des taux d'intérêt usuraires impossibles à rembourser, des courriels imprimés où mon fils suppliait pour plus de temps, où il mentionnait la possibilité de recevoir bientôt un héritage important, et le plus troublant, un brouillon de demande en mariage avec mon nom et celui de Marcel, daté pour 3 mois après ma supposée mort naturelle. La vérité m'a frappée comme une avalanche. Marcel avait été le véritable manipulateur derrière tout cela. Il avait systématiquement endetté François à travers des prêts prédateurs déguisés, le conduisant à une situation désespérée. Le plan original était que mon fils soit emprisonné pour avoir tenté de m'assassiner, tandis que Marcel, qui avait forgé une amitié avec moi après la mort d'Henri, me convaincrait de l'épouser, lui donnant ainsi accès légal à la maison des Magnolias et au domaine Les Eaux Claires. Lorsqu'il a remarqué que je commençais à soupçonner François, il a adapté son plan pour se positionner comme mon protecteur, maintenant ma confiance et son accès à mon patrimoine. Il avait joué sur 2 tableaux, poussant mon fils au désespoir, tout en prétendant être mon sauveur. Mon esprit travaillait frénétiquement tandis que je glissais les documents dans mon sac. Je devais sortir d'ici avant son retour. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour décider comment procéder. Cette trahison était encore plus douloureuse que la précédente. J'avais complètement fait confiance à cet homme. Je lui avais permis d'entrer dans nos vies, d'influencer les enfants. J'ai à peine réussi à rentrer chez moi avant que mes jambes ne cèdent. Je me suis effondrée sur le canapé, les documents éparpillés devant moi comme les pièces d'un puzzle macabre. Vers qui pouvais-je me tourner maintenant? À qui pouvais-je faire confiance? La réponse est venue d'elle-même, la commissaire Solange Beaulieu. C'était la seule personne sans lien préalable avec ma vie qui avait fait preuve d'intégrité tout au long du processus. Je l'ai appelée immédiatement. « Commissaire, j'ai besoin de vous voir de toute urgence. J'ai découvert quelque chose de terrible concernant Marcel Lachance. » Sa réponse fut immédiate et professionnelle. « Ne bougez pas de chez vous, Madame Lavallée. Ne dites rien à Lachance. Je serai là dans 30 minutes. » Pendant que j'attendais, j'ai réuni les enfants dans la cuisine, inventant une excursion improvisée à la côte pour le week-end. J'avais besoin de les distraire, d'éviter qu'ils ne perçoivent la nouvelle crise qui se profilait. Sophie sautait d'enthousiasme à la perspective de voir la mer. Thomas, plus perspicace, m'observait avec un mélange d'espoir et de doute, comme s'il craignait que cette nouvelle joie puisse aussi s'évanouir soudainement. La commissaire Beaulieu a tenu parole, arrivant discrètement dans un véhicule sans identification policière. Elle a examiné les documents avec une expression grave, prenant des notes détaillées, posant des questions précises sur la façon dont je les avais trouvés. « Cela change beaucoup de choses, dit-elle finalement. Lachance pourrait avoir été l'instigateur principal, manipulant votre fils vers une action désespérée. Cela n'excuse pas François et Sylvie de leur tentative d'assassinat, mais cela ajoute un nouveau niveau à cette conspiration. Que faisons-nous maintenant ?» ai-je demandé, la fatigue de tant de trahison pesant sur mes épaules. « Je vais ouvrir une enquête formelle. Entre-temps, vous et les enfants avez besoin de protection. Lachance ne doit pas savoir que nous l'avons découvert jusqu'à ce que nous soyons prêts à l'arrêter. Elle m'a proposé de nous transférer temporairement dans une maison sécurisée, mais j'ai refusé. C'était ma maison, construite avec l'effort d'Henri et le mien. J'avais déjà presque été victime d'un assassinat. Je ne permettrai pas qu'on me chasse de mon foyer par peur. À la place, la commissaire a assigné une surveillance discrète autour de la maison et m'a remis un bouton d'alarme connecté directement au commissariat le plus proche. Si Lachance apparaît, agissez normalement. Ne le confrontez pas. Dites-lui que les enfants sont malades s'il essaie de s'approcher d'eux. Ce soir-là, après avoir couché Thomas et Sophie, je me suis assise sur la véranda, contemplant les étoiles au-dessus de Bordeaux. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de tant de trahison, tant de douleur, mais aussi de la force que je ne savais pas posséder. Une fois de plus, je devrais rassembler cette force pour protéger ce qui restait de ma famille. Les jours qui ont suivi ma découverte ont été une étrange danse de normalité feinte. Chaque matin, je préparais le petit déjeuner pour les enfants, les emmenais à l'école Saint-Exupéry, rentrais à la maison pour m'occuper du jardin, recevais Marcel pour le café de l'après-midi comme si rien n'avait changé, comme si je ne savais pas que cet homme, qui souriait gentiment en jouant avec Sophie ou en aidant Thomas avec ses devoirs,
était en réalité un prédateur qui avait systématiquement détruit ma famille. « Te sens-tu bien, Odette ?» me demanda-t-il un après-midi, alors que nous partagions un thé sur la véranda. « Tu me sembles distante ces jours-ci. » Je me suis forcée à sourire, sentant chaque muscle de mon visage se tendre dans l'effort. « Je suis juste fatiguée. Élever 2 enfants à mon âge n'est pas facile. » Il m'a étudié avec ce regard pénétrant qui me paraissait auparavant réconfortant et que je reconnaissais maintenant comme calculateur. « Tu pourrais avoir besoin d'aide. Quelqu'un qui partage la responsabilité avec toi. Quelqu'un comme moi, par exemple. » Mon cœur s'est accéléré. Ainsi, il commençait déjà la phase suivante de son plan. Avec François et Sylvie hors du chemin, il se positionnait maintenant pour la conquête finale. « Tu es très gentil, Marcel », ai-je répondu, gardant ma voix sereine, alors qu'intérieurement je tremblais de rage et d'indignation. Mais je ne suis pas prête pour ce genre de compagnie. Je n'ai pas encore surmonté la trahison de François. Il a acquiescé avec compréhension, interprétant mon refus comme un simple délai dans ses plans, non comme un refus définitif. Bien sûr, je comprends parfaitement. Il n'y a pas d'urgence. Je serai là quand tu seras prête. Je me demandais combien de temps encore je pourrais maintenir cette mascarade. La commissaire Beaulieu m'avait demandé de la patience pendant qu'il rassemblait toutes les preuves nécessaires contre Marcel. Il ne voulait pas risquer qu'il s'échappe ou détruise des preuves. Chaque jour qui passait, cependant, il m'était plus difficile de regarder cet homme sans que mon visage ne révèle le mépris et l'horreur qu'il m'inspirait. Une semaine après ma découverte, la commissaire Beaulieu m'a convoqué dans son bureau. J'ai laissé les enfants aux soins d'une voisine de confiance, inventant un rendez-vous médical de routine. Le bâtiment de la police était un endroit froid et impersonnel, avec des murs gris et des lumières fluorescentes qui accentuaient ma fatigue. « Nous avons des nouvelles importantes, Madame Lavallée », m'a dit la commissaire dès que je suis entrée dans son bureau. L'enquête sur la chance a révélé beaucoup plus que ce que nous attendions. Elle m'a montré des photographies, des documents, des transcriptions d'entretien. L'étendue du réseau de Marcel était stupéfiante. Pendant des années, il avait opéré comme prêteur clandestin, offrant de l'argent à des personnes désespérées avec des intérêts impossibles. Quand elles ne pouvaient pas payer, il utilisait diverses stratégies pour s'approprier leurs propriétés. Extorsion, falsification de documents et même implication dans des accidents opportuns qui laissaient des maisons de valeur vacantes. Combien de personnes, ai-je commencé à demander, submergées par les preuves? Nous avons identifié au moins 12 victimes au cours des 10 dernières années, a-t-elle répondu. Certaines ont perdu leur maison. D'autres, comme dans votre cas, ont subi des tentatives de manipulation plus élaborées. 2 sont décédées dans des circonstances qui semblaient auparavant accidentelles, mais que nous allons maintenant examiner minutieusement. Un frisson m'a parcouru le dos. Avais-je été si près de devenir une autre statistique, une autre femme âgée solitaire qui meurt inexplicablement, laissant ses biens à un ami proche? Qu'adviendra-t-il de mon fils? Ai-je finalement demandé. Si Marcel l'a manipulé, la commissaire Beaulieu s'est adossée à sa chaise, choisissant soigneusement ses mots. Cela n'excuse pas complètement votre fils, Madame Lavallée. Il a pris des décisions terribles, même sous pression. Mais oui, compte tenu de ces nouvelles preuves, il est possible de demander une révision de peine, surtout s'il accepte de témoigner contre la chance. L'idée que François puisse recevoir une peine réduite me produisait des sentiments mitigés. D'un côté, il restait mon fils, et une partie de moi aspirait à toute possibilité de le récupérer un jour. De l'autre, il avait tenté de me tuer. Il avait été prêt à sacrifier sa propre mère pour de l'argent. Méritait-il une seconde chance? J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je répondu honnêtement. Bien sûr. En attendant, nous sommes prêts à procéder à l'arrestation de la chance. Cela se produira demain à midi. Nous préférerions que vous et les enfants ne soyez pas à la maison pendant la procédure. J'ai acquiescé, reconnaissante pour cette considération. La dernière chose dont Thomas et Sophie avaient des besoins était d'assister à une autre arrestation dramatique, une autre figure de confiance s'effondrant sous leurs yeux. Le lendemain, j'ai inventé une excursion au parc bordelais. J'ai préparé un panier de pique-nique, chargé les enfants dans un taxi, et nous avons passé la matinée entre les arbres et les sentiers, loin du nouveau drame qui se déroulait à Saint-Pierre. Sophie courait après les papillons, son rire clair momentanément libre des ombres qui avaient assombri notre vie. Thomas
assis près de moi sur une couverture étendue sur l'herbe, lisait l'un de ses livres d'astronomie, s'interrompant occasionnellement pour me signaler quelques faits fascinants sur les étoiles et les planètes. « Mamie, dit-il soudainement, fermant son livre, est-ce que les mauvaises choses finiront un jour ?» La question, si simple et si profonde, me laissa sans voix un moment. Je regardais ce garçon de 12 ans, avec des yeux trop anciens pour son âge, portant un poids qu'aucun enfant ne devrait supporter. « Oui, mon amour, ai-je finalement répondu. Les mauvaises choses finissent éventuellement. Et en attendant, nous nous avons l'un l'autre. » Il sembla satisfait de cette réponse, ou du moins résigné. Il retourna à son livre, mais s'assit plus près de moi, son petite épaule pressant contre mon bras dans un geste silencieux de complicité et de confiance. Quand nous sommes rentrés à la maison au crépuscule, la commissaire Beaulieu m'attendait. Les enfants ont couru à l'intérieur, fatigués mais contents après une journée en plein air. Nous sommes restés seuls dans le jardin, parmi mes magnolias qui fleurissaient, indifférents aux drames humains. « C'est fait, » dit-elle simplement. « La chance est en garde à vue. Il n'a pas opposé de résistance, mais demande à vous parler. »« À moi ? Pourquoi faire ?» Elle haussa les épaules. « Il ne l'a pas dit. Vous pouvez refuser, bien sûr. » J'ai considéré la proposition. « Que pourrait vouloir me dire Marcel ? S'excuser ? Me manipuler à nouveau ? Me menacer ? J'irai, ai-je finalement décidé. J'ai besoin de le regarder dans les yeux une dernière fois. J'ai besoin qu'il sache que je l'ai découvert, que je ne suis pas la vieille femme sans défense qu'il croyait. 2 jours plus tard, je me retrouvais dans la même salle de visite où des mois auparavant, j'avais confronté François. La symétrie de la situation ne m'échappait pas. Un autre homme qui avait trahi ma confiance, un autre coin gris et déprimant, où chercher des réponses qui ne me satisferaient probablement jamais complètement. Quand ils ont amené Marcel, je l'ai à peine reconnu. Sa posture toujours droite était maintenant voûtée, ses cheveux parfaitement coiffés maintenant en désordre et sans éclat. Ses yeux, autrefois vifs et alertes, maintenant enfoncés et éteints. L'uniforme orange de prison semblait l'engloutir, comme s'il avait perdu du volume en à peine 48 heures. Il s'est assis en face de moi, ses mains menottées reposant sur la table métallique. « Odette, » commença-t-il, sa voix un murmure rauque, « merci d'être venue. »« Je ne suis pas venu pour toi, » ai-je répondu froidement. « Je suis venu pour moi, pour ma paix mentale. » Il a lentement acquiescé, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je comprends, et je le mérite. Je voulais juste te dire que tout n'était pas mensonge. J'ai senti la colère monter dans ma gorge. Pas tout. Quelle partie était vraie, Marcel? Quand tu m'as utilisé pour atteindre mon fils, quand tu l'as poussé jusqu'à l'inciter à essayer de me tuer, quand tu prévoyais de m'épouser pour t'emparer de mes propriétés, ou peut-être quand tu feignais de te soucier de mes petits-enfants, tout en détruisant leurs parents. Il n'a pas élevé la voix, ni essayé de se défendre. Il m'a juste regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. Du remords, du calcul, de la résignation, l'affection pour les enfants était réelle, dit-il finalement. Et le respect pour toi, pour ta force. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à t'admirer. Ton admiration ne m'intéresse pas. Tes justifications non plus. Je veux juste savoir une chose. Combien de personnes avant moi? Combien as-tu détruites? Il a baissé les yeux. Ses doigts jouant nerveusement avec les menottes. C'était des affaires, Odette. Juste des affaires. Des affaires? L'indignation réchauffait mes paroles. Tu appelles affaires manipuler mon fils jusqu'à le transformer en assassin potentiel. Tenter de me voler tout ce que j'ai construit avec Henri. Les dettes de François étaient un mot réel, répondit-il, comme si cela expliquait tout. Ses mauvaises décisions financières, ses dépenses excessives, ses investissements ratés. J'ai juste profité de la situation, comme un vautour profite de la charogne. Il n'a pas répondu à cela. Nous sommes restés silencieux quelques minutes, le bourdonnement des fluorescents au-dessus de nous, le seul son dans cette salle déprimante. « Que va-t-il t'arriver maintenant ?» ai-je finalement demandé. Beaucoup de chefs d'accusation, extorsion, fraude, conspiration, usure, possible complicité d'homicide. Je ne sortirai probablement pas d'ici vivant. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'espérais face à cet aveu. Seulement une fatigue profonde, un désir de tourner cette page une fois pour toutes. « Adieu, Marcel.
ai-je dit en me levant. Nous ne nous reverrons plus. Alors que je me dirigeais vers la porte, sa voix m'a arrêté. Odette, il y a autre chose que tu devrais savoir. À propos de François, je me suis retournée soudainement alerte. Quoi? Ce n'est pas moi qui ai suggéré le poison. C'était son idée dès le début. J'ai juste donné la poussée finale. Cette révélation m'a frappée comme une gifle physique. Une partie de moi avait voulu croire que mon fils avait été complètement manipulé, que l'idée monstrueuse était venue entièrement de l'extérieur. Savoir que le germe de ce plan était né dans son propre esprit était une nouvelle douleur, fraîche. Je suis sortie sans regarder en arrière, les larmes brouillant ma vision, tandis que je parcourais les froids couloirs vers la sortie. Dehors, le soleil de Bordeaux brillait avec une indifférence presque cruelle. La vie continuait, imperturbable face à nos petites tragédies humaines. Dans les semaines qui ont suivi, l'enquête sur Marcel Lachance a révélé toute l'ampleur de ses opérations. Il avait manipulé de nombreuses familles à Bordeaux pendant des décennies, utilisant sa position d'ancien policier respecté pour gagner leur confiance, puis s'approprier leurs propriétés à travers diverses stratagèmes. L'affaire a attiré l'attention nationale, suscitant des débats sur la protection des personnes âgées et la nécessité de mécanismes légaux plus solides contre l'usure et les abus financiers. François et Sylvie ont vu leur peine réduite après qu'il fut prouvé qu'ils avaient été partiellement victimes de manipulation, bien qu'ils restaient coupables de leurs propres actes. François a reçu une réduction à 8 ans, Sylvie à 5 ans. Ce n'était pas suffisant pour qu'ils puissent élever leurs enfants, mais au moins, il existait la possibilité qu'un jour, ils reviennent faire partie de leur vie. À ma demande, des visites supervisées ont été établies pour les enfants. Sophie a accepté de voir sa mère au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Ces visites, initialement tendues et pleines de silence gênant, ont progressivement trouvé leur propre rythme, une forme limitée mais significative de connexion. Sylvie, dépouillée de ses prétentions et façades, s'est révélée étonnamment capable d'honnêteté avec sa fille. Elle n'essayait pas de justifier l'injustifiable, cherchant seulement à maintenir un lien, une présence dans la vie de l'enfant. Thomas, cependant, est resté ferme dans sa décision de ne pas voir son père. Il canalisait ses émotions complexes vers les études et la natation, où il excellait de plus en plus. « Je veux devenir médecin », déclara-t-il un soir, alors que nous étudiions ensemble pour un examen de sciences. « Je veux aider les gens, pas leur faire du mal. » Son jeune visage, si semblable à celui de François à cet âge, montrait une détermination qui me remplissait d'espoir. Le domaine Les Eaux Claires a été vendu à bon prix. L'argent a été investi dans un fonds éducatif pour Thomas et Sophie, garantissant qu'ils auraient des opportunités qu'aucune tragédie familiale ne pourrait leur arracher. La maison des Magnolias, qui était restée si silencieuse après le départ d'Henri, vibrait à nouveau de vie, devoirs scolaires sur la table de la cuisine, rires dans le jardin, discussions occasionnelles sur les horaires et les règles. Un après-midi, alors que je taillais mes magnolias avec Sophie qui apprenait à mes côtés les secrets du jardinage, j'ai reçu un appel de la commissaire Beaulieu. « Madame Lavallée, j'ai pensé que vous aimeriez savoir que Lachance a été condamné aujourd'hui. 20 ans sans possibilité de libération conditionnelle. » J'ai remercié pour l'information et raccroché, ressentant non pas la satisfaction que j'avais cru éprouver un jour, mais une étrange paix. La justice avait été rendue non seulement pour moi, mais pour toutes les victimes de cet homme. Le cercle se refermait. Ce soir-là, en bordant Sophie, elle m'a posé une question qui m'a prise par surprise. « Mamie, pardonneras-tu un jour à papa et maman ?» Je me suis assise au bord de son lit, caressant doucement ses cheveux sombres. Le pardon est compliqué, mon amour. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer ou précipiter. Parfois, il arrive peu à peu, comme la lumière de l'aube. D'autres fois, il ne vient jamais complètement. Mais tu dis toujours que pardonner est bon, a-t-elle insisté avec la logique simple et implacable des enfants. Et c'est vrai, le pardon nous libère, nous permet d'avancer, mais il a aussi besoin de temps et de vérité. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas le mal qu'il t'a fait. Elle sembla réfléchir à cela, son petit front plissé de concentration. Je crois que maman est désolée. Vraiment, je l'ai vue pleurer la dernière fois, alors peut-être qu'elle fait les premiers pas vers le pardon, ai-je répondu, embrassant son front. Et c'est un début.
Quand elle s'est finalement endormie, je suis restée un moment à la regarder, émerveillée par la capacité des enfants à guérir, à trouver des chemins à travers la douleur qui nous semblent impossibles à nous adultes. Thomas et Sophie m'enseignaient quotidiennement la résilience, la force qui peut se trouver dans les endroits les plus inattendus. À mes 65 ans, j'avais commencé une nouvelle vie que je n'aurais jamais imaginée. Élever des petits-enfants, reconstruire des routines, trouver de petites joies au milieu de tant de douleurs. Les magnolias du jardin continuaient à fleurir chaque printemps, me rappelant que la beauté persiste même après les tempêtes les plus dévastatrices. Le chocolat empoisonné qui aurait dû mettre fin à ma vie était devenu, par un étrange tour du destin, le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la trahison et la douleur coexistaient avec l'amour et l'espoir. Un chapitre où j'ai appris que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque coup, de reconstruire quand tout semble perdu. Et ainsi, jour après jour, nous avancions ensemble, une grand-mère et 2 enfants, construisant un avenir qu'aucun de nous n'avait planifié, mais qui, étonnamment, contenait ses propres bénédictions inattendues. Un soir d'automne, presque 1 an après l'arrestation de Marcel, j'ai reçu une lettre de François. Elle était courte, écrite d'une main tremblante, si différente de son écriture autrefois assurée. « Maman, je ne cherche pas ton pardon, je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je regrette profondément ce que j'ai fait. Pas seulement parce que j'ai été pris, mais parce que j'ai finalement compris la monstruosité de mes actes. Je suis en thérapie. J'essaie de comprendre comment j'ai pu devenir quelqu'un capable de faire du mal à sa propre mère. Si tu le permets, j'aimerais t'écrire de temps en temps, pour te donner des nouvelles, pour te demander des nouvelles des enfants. Je comprendrai si tu refuses. » J'ai gardé cette lettre pendant des jours, la lisant et la relisant, cherchant entre les lignes des signes de manipulation, de fausseté, mais pour la première fois depuis longtemps, les mots de mon fils semblaient d'eau sincère. J'ai finalement répondu, brièvement. « Tu peux m'écrire, les enfants vont bien. Thomas excelle en sciences. Sophie a commencé le piano. Ils grandissent vite, Odette. » Ce fut le début d'une correspondance prudente, distante au début, qui s'est lentement approfondie au fil des mois. Je ne parlais pas de pardon, mais je ne fermais pas non plus complètement la porte. Le chemin de la guérison est long et incertain, mais peut-être n'est-il pas impossible. Le 2e printemps après tous ces événements, j'ai emmené les enfants au domaine Les Eaux Claires, désormais propriété d'une famille de viticulteurs. Les nouveaux propriétaires, apprenant notre histoire, nous ont gentiment invités à visiter. C'était étrange de marcher à nouveau sur ces terres, de voir d'autres personnes prendre soin des vignes qu'Henri aimait tant. Mais il y avait aussi quelque chose de libérateur à voir ce lieu prospérer sous de nouvelles mains, à savoir que la vie continuait. Sophie courait entre les rangées de vignes, riant avec la fille des nouveaux propriétaires, comme si elles étaient des amies de toujours. Thomas marchait silencieusement à mes côtés, observant tout avec ses yeux attentifs. « Tu es triste, mamie ?» demanda-t-il soudainement. « Un peu nostalgique » ai-je répondu honnêtement. Ce domaine représente beaucoup de souvenirs, mais je suis aussi heureuse de le voir bien entretenu, plein de vie. Il a hoché la tête, comprenant avec cette sagesse précoce qui me surprenait toujours. C'est comme nous, n'est-ce pas? On a dû laisser des choses derrière, mais on continue à grandir. J'ai serré sa main, émerveillée par sa perspicacité. « Exactement, mon chéri, exactement. » À notre retour à la maison des Magnolias ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Elle contenait une lettre de la DRE Perrin, m'informant qu'elle prenait sa retraite et me recommandant un nouveau médecin. Mais ce qui a attiré mon attention était le post-scriptum. J'ai eu l'occasion de parler avec François lors d'une visite médicale à la prison. Il suit sérieusement sa thérapie. Le changement est visible. Je ne vous dis pas cela pour influencer votre décision concernant votre relation avec lui, simplement pour vous informer. Cette nuit-là, assise dans le jardin sous un ciel étoilé, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé ces 2 dernières années. La trahison, la douleur, la peur, mais aussi la découverte d'une force que je ne savais pas posséder, la création d'une nouvelle famille avec mes petits-enfants, les petites victoires quotidiennes sur le désespoir. Je repensais à la question de Sophie sur le pardon. Étais-je prête à pardonner? Peut-être pas encore, mais j'étais peut-être prête à considérer la possibilité qu'un jour, ce pardon puisse venir.
non pas pour effacer ce qui avait été fait, mais pour me libérer du poids de la colère, pour permettre à une forme différente de relation de peut-être, un jour, émerger des cendres de l'ancienne. Le printemps suivant a apporté une surprise inattendue. Thomas, qui avait maintenant 14 ans et continuait à refuser de voir son père, est venu me voir un soir avec une expression résolue sur son visage juvénile. « Mamie, j'ai réfléchi. Je crois que je suis prêt à écrire à papa. Pas à le voir, pas encore. Juste une lettre. » Je l'ai observé attentivement, cherchant des signes de pression ou d'obligation. « C'est ta décision, Thomas. Tu n'as pas à le faire si tu n'es pas vraiment prêt. » Je sais, mais dans mon cours de biologie, on a parlé de l'ADN, de comment nous portons tous des parties de nos parents en nous. J'ai pensé, si j'ai des parties de lui en moi, je dois comprendre qui il est, même les parties sombres, pour comprendre qui je suis. Cette maturité m'a presque brisé le cœur. Un enfant de 14 ans ne devrait pas avoir à faire face à de telles réflexions existentielles. Et pourtant, Thomas semblait trouver sa propre voie à travers cette complexité, forgeant sa propre identité à partir des fragments brisés de notre famille. « Si c'est ce que tu veux, je t'aiderai », ai-je dit simplement. La lettre qu'il a écrite était brève, directe, sans accusation ni pardon, juste une ouverture. « Bonjour papa, c'est Thomas. Je vais bien. Je suis en 3e maintenant. J'aime la science et la natation. Je pense devenir médecin un jour. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour l'instant. Thomas, la réponse de François est arrivée 2 semaines plus tard, tout aussi simple. Cher Thomas, merci pour ta lettre. Tu ne peux pas imaginer ce qu'elle signifie pour moi. Je suis fier de tes réussites en sciences et en natation. Tu ferais un excellent médecin. Je suis là si tu veux poser des questions ou simplement écrire de temps en temps. Avec tout mon amour, papa. » Ce fut le début d'un autre pont fragile, construit lettre par lettre, mot par mot, entre un père qui avait failli tout détruire et un fils qui trouvait la force de tendre la main malgré la douleur. L'été de cette année-là, nous avons pris un petit appartement à Arcachon pour 1 mois. Les enfants avaient besoin de l'océan, du soleil, d'un espace loin des souvenirs lourds de la maison des Magnolias. Sophie a appris à nager, Thomas a exploré les marais et collecté des spécimens pour son laboratoire, improvisé sur la terrasse de l'appartement. J'ai observé leurs visages bronzés, leurs sourires, leurs moments d'insouciance, et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Non pas un espoir naïf que tout redeviendrait comme avant, cela était impossible, mais l'espoir que nous pourrions construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais néanmoins précieux. Un soir, assise sur la plage alors que le soleil se couchait, Sophie blottie contre moi et Thomas dessinant des formules chimiques dans le sable humide, j'ai pensé à ce chocolat, à cet appel téléphonique qui avait tout changé. Comment quelque chose d'aussi amer avait pu, paradoxalement, mener à ces moments de douceur? Comment la trahison la plus profonde avait-elle pu ouvrir la voie à des connexions nouvelles et authentiques? La vie ne suit pas des trajectoires simples. Elle serpente, se replie sur elle-même, prend des détours imprévus. Un chocolat empoisonné devient le catalyseur d'une renaissance. Une femme de 65 ans, qui croyait sa vie réglée et prévisible, se retrouve à naviguer dans des eaux inexplorées, à découvrir des réserves de force insoupçonnées. Ce soir-là, sous les étoiles d'Arcachon, j'ai fait la paix avec l'incertitude. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je ne savais pas si François et Sylvie pourraient un jour véritablement se racheter, si les enfants trouveraient une façon saine de les intégrer dans leur vie adulte, si les blessures profondes guériraient complètement. Mais j'ai accepté que cette incertitude fasse partie du voyage, que le courage ne consiste pas à connaître toutes les réponses, mais à avancer malgré leur absence. Le chocolat qui devait mettre fin à ma vie est devenu, par une ironie du sort, le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre pas toujours facile, pas toujours heureux, mais authentique, riche, et le mien. Notre histoire, celle d'Odette, Thomas et Sophie, continuait à s'écrire jour après jour, page après page, avec tous ces défis et toutes ces bénédictions inattendues. Car au fond, n'est-ce pas cela la vie? Non pas un chemin droit et prévisible, mais une série de détours, de surprises, d'épreuves et de joies inattendues.
Et peut-être que la vraie sagesse ne vient pas de tout comprendre ou de tout contrôler, mais d'apprendre à danser avec l'incertitude, à trouver la beauté même dans les moments les plus sombres, à reconnaître que parfois, nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus grands enseignants. Je suis ici aujourd'hui, à 65 ans, élevant mes petits-enfants, affrontant des défis que je n'aurais jamais imaginés à cette étape de ma vie. Mais il y a en moi une force renouvelée, un objectif clair qui me fait me lever chaque matin. Mon histoire, qui a commencé par l'appel téléphonique le plus terrifiant qu'une mère puisse recevoir, a parcouru des chemins que je n'aurais jamais pensé traverser. Cet après-midi de dimanche, quand François m'a demandé si j'avais apprécié le chocolat qu'il m'avait envoyé et que ma réponse innocente a déclenché son cri d'horreur, a marqué le début d'un voyage vers des vérités qui déchirent l'âme. J'ai découvert que mon propre fils, élevé avec amour et sacrifice, avait comploté ma mort pour de l'argent. Il avait prévu de m'empoisonner avec un chocolat que, grâce à mes années comme fleuriste et ma capacité à détecter des arômes étranges, je n'ai jamais goûté. La pochette que Sylvie a oubliée, avec des recherches sur des poisons indétectables et un testament falsifié, a confirmé l'impensable. Ma famille la plus proche souhaitait ma mort. Marcel Lachance, mon voisin et protecteur apparent, s'est révélé être le véritable manipulateur derrière tout cela. Il avait systématiquement endetté François avec des prêts abusifs, le conduisant à un désespoir qui a culminé dans ce plan pour m'assassiner. Son objectif final, m'épouser après la condamnation de mon fils et s'approprier légalement mes propriétés. Un prédateur déguisé en ami qui avait fait de même avec de nombreuses autres familles à Bordeaux pendant des décennies. Le procès a été un scandale qui a secoué la ville. Mon fils a reçu 12 ans de prison, réduit à 8 quand la manipulation de Marcel a été découverte. Sylvie, 8 ans réduit à 5. Les pharmacies Santé Plus fermées, les biens vendus aux enchères pour payer les dettes. Et moi, à 65 ans, assumant la garde de Thomas et Sophie, mes petits-enfants de 12 et 8 ans, victimes innocentes de la cupidité et des mauvaises décisions de leurs parents. Marcel a finalement affronté la justice, condamné à 20 ans sans possibilité de libération conditionnelle. L'enquête a révélé un réseau de fraude et de manipulation qui s'étendait sur des décennies, affectant de nombreuses familles vulnérables à Bordeaux. La maison des Magnolias, qui était restée silencieuse après la mort d'Henri, vibre à nouveau de vie. Le domaine Les Eaux Claires a été vendu, l'argent investi dans un fonds éducatif pour assurer l'avenir des enfants. Sophie rend visite occasionnellement à sa mère en prison, construisant lentement une relation complexe mais nécessaire. Thomas canalise sa douleur dans les études et la natation, rêvant de devenir médecin pour aider les gens, pas les blessés. Si je pouvais vous laisser un message, ce serait celui-ci. Faites confiance à vos instincts. Quand quelque chose ne semble pas correct, c'est probablement le cas. Si je n'avais pas prêté attention aux signaux, si je n'avais pas remarqué l'odeur étrange dans ce chocolat, si je n'avais pas questionné les attitudes suspectes, je ne serais pas ici aujourd'hui à partager cette histoire. Et pour les personnes âgées qui me regardent, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide disponible. L'âge nous apporte la sagesse et cette sagesse peut sauver nos vies, comme elle a sauvé la mienne. Parfois, le danger vient non seulement de ceux que nous soupçonnons initialement, mais de ceux qui se présentent comme nos sauveurs. Nous ne savons jamais de quoi nous sommes capables jusqu'à ce que la vie nous mette à l'épreuve. Moi, une fleuriste à la retraite qui voulait simplement profiter tranquillement de ces années dorées, je me suis retrouvée à démasquer un complot d'assassinat, à affronter un fils traître, à découvrir un réseau de manipulation et de fraude, et à recommencer comme mère à un âge où beaucoup ne pensent qu'à se reposer. La trahison fait plus mal quand elle vient de ceux que nous aimons le plus. François était mon fils unique, ma fierté, mon espoir pour l'avenir. Le voir condamné, sachant qu'il avait planifié ma mort, fut une douleur qu'aucune mère ne devrait jamais connaître. Mais même au milieu de cette douleur, j'ai trouvé une force que je ne savais pas posséder. Le pardon est un chemin que je suis encore en train de parcourir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer ou précipiter. Il arrive peu à peu, comme la lumière de l'aube, ou parfois ne vient jamais complètement. Mais j'ai appris que vivre avec la rancœur ne fait que prolonger la souffrance. Pour les enfants, pour moi-même, j'essaie chaque jour de faire de petits pas vers la guérison.
Les magnolias de mon jardin continuent à fleurir chaque printemps, me rappelant que la vie continue, que la beauté persiste même après les tempêtes les plus dévastatrices. Thomas et Sophie m'enseignent quotidiennement la résilience, la capacité humaine à renaître de ses cendres. Leur présence dans ma vie est un cadeau inattendu au milieu de tant de tragédies. Cette histoire que j'ai partagée avec vous aujourd'hui sur Souvenirs de grand-mère n'est pas seulement une histoire de trahison et de crime. C'est une histoire de reconstruction, de force trouvée quand on croit n'avoir plus rien à donner. C'est une histoire de famille, pas seulement celle dans laquelle on est, mais celle qu'on crée à partir des ruines de ce qui a été détruit. Si mon histoire a touché votre cœur, je vous demande de vous abonner à la chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque abonnement me donne la force de continuer à partager ces histoires difficiles mais nécessaires. Ce sont des histoires vraies, de vraies personnes, des histoires qui doivent être racontées pour que d'autres tragédies puissent être évitées. Laissez aussi votre j'aime à cette vidéo. Croyez-moi, il a été très difficile de revivre ces moments douloureux, d'organiser mes pensées, de trouver le courage d'exposer quelque chose d'aussi intime et dévastateur. Votre j'aime est un petit geste qui signifie beaucoup pour moi. Et s'il vous plaît, commentez. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vécu la trahison de quelqu'un de proche? Comment l'avez-vous surmontée? Qu'auriez-vous fait à ma place? Vos commentaires créent une communauté de soutien, un espace où nous pouvons partager nos expériences et nous entraider. Si vous le pouvez, je vous demande également de contribuer avec un « merci » pour notre chaîne. Cette forme de don nous aide à couvrir les frais de production, de recherche et d'édition. Créer ces vidéos engendre des dépenses, équipements, personnel, temps. Votre contribution, aussi petite soit-elle, nous permet d'apporter plus d'histoires quotidiennement, atteignant potentiellement plus de personnes, sauvant possiblement plus de vies. Cela signifierait beaucoup pour notre travail. Visitez aussi nos autres vidéos. Il y a tant d'histoires importantes racontées ici sur Souvenirs de grand-mère, des histoires de dépassement, d'avertissement, de sagesse accumulée à travers les décennies, des histoires qui peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, à 65 ans, je regarde vers l'avenir avec une perspective que je n'aurais jamais imaginé avoir. Mes petits-enfants grandiront, suivront leur chemin. Je vieillirai encore plus, affronterai de nouveaux défis. Mais j'emporte avec moi la certitude que j'ai survécu à l'impensable, que j'ai transformé une tragédie en un nouveau départ. De Bordeaux pour toute la France, je suis Odette Lavallée, survivante, grand-mère, conteuse d'histoires. C'était mon histoire sur Souvenirs de grand-mère. Jusqu'au prochain récit, et rappelez-vous, la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute, de reconstruire quand tout semble perdu. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continuerai à faire, un jour à la fois, un moment à la fois. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre j'aime, de commenter et de soutenir la chaîne avec un merci. Chaque contribution, chaque geste de soutien m'aide à continuer cette mission de partager des histoires qui peuvent sauver des vies. Revenez la semaine prochaine pour un autre récit bouleversant ici sur Souvenirs de grand-mère. Votre présence signifie le monde pour moi. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui.